Bien le bonjour, ici Cinémaniac. À l'occasion du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes, je voudrais vous proposer un épisode un petit peu spécial. Dans le sens, on va moins parler de cinéma que d'histoire. Alors, je sais qu'il y en a à qui les dates rappellent de très mauvais souvenirs de collège, mais en même temps, si vous voulez pas apprendre des trucs, venez pas sur ma chaîne. Ah, je vous le dis tout de suite, il est aujourd'hui admis que de nombreuses figures historiques féminines restent méconnues, et que donc, contrairement aux hommes, on manque encore cruellement de modèles féminins. Et s'il y a une chose que le cinéma a réussi à prouver, c'est que même s'il présente une version de l'histoire parfois très romancée, il peut servir de mise en lumière ou d'introduction à des personnes et des événements mis de côté, souvent intentionnellement, par l'historiographie. C'est-à-dire la science de raconter l'histoire avec un grand H. J'ai donc créé une liste de 9 femmes dont, personnellement, j'adorerais voir la vie portée sur grand écran. Voici donc 9 femmes qui mériteraient un biopic. Numéro 1. Et on commence avec une célébrité de chez nous, Olympe de Gouges. Femme de lettres et femme politique, elle a été célébrée par les milieux intellectuels de son époque pour son franc-parler, sa grande intelligence politique et son humanisme. Ses deux principaux combats furent la défense des droits civils et politiques des femmes et l'abolition de l'esclavage. Cette dernière question étant au centre de sa pièce Zamore et Mirza ou le renaufrage, qu'il a rendue célèbre en 1792. Son œuvre la plus connue est sans conteste la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, rédigée le 5 septembre 1791 en réponse à la Déclaration de 1789, qui n'énumérait que des droits dont jouissaient les hommes sans aborder les inégalités propres aux femmes, comme sur le droit de vote ou à la propriété. Elle a été la première à revendiquer sans détour la femme est l'égale de l'homme, une affirmation révolutionnaire pour l'époque. Ses revendications dans le domaine du droit privé s'inspirent de son propre vécu. Elle a été mariée à 17 ans à un homme de 30 ans son aîné, qui la brutalisa et la viola à plusieurs reprises. Jusqu'à ce qu'il décède un an plus tard, ce traumatisme la poussera à considérer le mariage comme le tombeau de l'amour, et elle refusera toujours de se remarier, notamment à cause du fait qu'une femme était constamment sous l'autorité d'un homme de son entourage, en général son père, puis son mari. Seules les veuves échappaient à ce statut d'éternel mineur. La phrase la plus célèbre de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne se trouve dans l'article 10. La femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit avoir également celui de monter à la tribune. Elle ne croyait pas si bien dire. En 1793, elle est arrêtée pour, entre autres, s'être opposée à la peine de mort et avoir soupçonné Robespierre de chercher à instaurer une dictature. Elle était tombée assez juste, la terreur ayant commencé avec les massacres de septembre en 1792. Jugée le 2 novembre 1793, elle sera exécutée le lendemain. Elle avait 45 ans. Devant la guillotine, elle s'était écriée « Enfant de la patrie, vous vengerez ma mort ». Aujourd'hui, elle est célébrée comme une pionnière du féminisme. Un roman graphique sur sa vie a été réalisé par Catel et José-Louis Bocquet en 2012 et a eu un immense succès. Et Olympe de Gouges fait partie des candidats les plus populaires pour une entrée au Panthéon. Peut-être un succès populaire au cinéma pourrait conduire à une panthéonisation proche. Numéro 2. Nous traversons l'Atlantique et nous nous rendons aux États-Unis. Foyer de la sportive et commentatrice de télévision, Catherine Switzer. Son nom ne vous dit probablement rien, mais si je vous montre cette photo, ça devrait vous rappeler quelque chose. Et oui, Catherine Switzer a été la première femme à avoir couru en 1967 le marathon de Boston en participante enregistrée. Inspirée par Roberta Gibb, qui avait bouclé la course en 3h21 et 25 secondes l'année d'avant. En quoi est-ce un exploit ? Eh bien, dans les années 60, les femmes n'étaient pas autorisées à participer au marathon, soit parce qu'on pensait que la pratique de la course à pied pouvait endommager leur appareil producteur, soit parce qu'on ne les pensait tout simplement pas capables d'un tel exploit sportif. Donc on peut survivre aux accouchements et on a remplacé les hommes dans quasiment tous les corps de métier pendant les 2 conflits mondiaux, mais on serait pas capable de courir pendant 42 km. La logique. Il faudra attendre les Jeux Olympiques de Los Angeles en 1984 pour que le premier marathon olympique féminin soit organisé. Donc, 5 ans avant que le marathon de Boston ne soit ouvert aux femmes, Catherine supplia Arnie Briggs, son entraîneur, de la laisser courir le marathon avec lui. Vu que la jeune femme s'était montrée capable de courir la même distance à l'entraînement et que la course n'était pas explicitement interdite aux femmes, ce qui est quand même le point le plus débile de cette histoire, je veux dire quitte à vouloir interdire un événement aux femmes, ayez au moins les tripes de le marquer dans le règlement, Briggs accepta et Catherine s'inscrivit sous ses initiales, K.V. Switzer. Le jour de la course, elle endosse le numéro 260 et s'élance en compagnie de son entraîneur et de son petit ami de l'époque, Tom Miller. Au 6e kilomètre, 2 organisateurs de la course essayent de l'arrêter, Willie Clooney et Jack Semple, ce dernier se jetant littéralement sur elle. Heureusement, Miller intervient et jette Semple à terre pour permettre à Catherine de continuer. Je précise que Miller était champion national de lancer de marteau.
La Fédération américaine d'athlétisme s'empressera de la disqualifier et de la suspendre, ce qui ne l'empêchera pas de finir 3e du classement féminin au marathon de Boston en 1972, première à New York en 1974, puis 2e à Boston en 1975. Au-delà du courage incroyable qu'a dû avoir Kathrine Switzer pour aller à l'encontre des stéréotypes subis par les femmes, son histoire montre comment ceux privilégiés par un système inégalitaire peuvent aider les personnes victimes de discrimination. Et avec la multiplication ces dernières années de biopics et autres films consacrés au sport, il serait aberrant que cette histoire ne soit pas adaptée. Numéro 3. Cette fois, on ne va pas s'intéresser à une, mais 3 femmes. Les sœurs Mirabal, Patricia, Minerva et Maria Teresa, ont grandi en République dominicaine pendant le règne du dictateur Rafael Leónidas Trujillo Molina, qui dirigea le pays de 1930 jusqu'à son assassinat en 1961. Pendant l'été 1949, Trujillo invita plusieurs fois les sœurs et leurs parents à des réceptions dans le but de séduire Minerva, dont l'esprit brillant et l'immense beauté étaient quasiment légendaires. Mais la jeune femme eut le courage de l'envoyer bouler comme une grosse merde, notamment parce qu'elle s'était rapprochée des milieux de gauche qui critiquaient de plus en plus le régime. Suite à cette humiliation amplement méritée, le dictateur s'acharna contre Minerva et sa famille à base de multiples arrestations suivies de tortures, ne se doutant pas qu'il allait pousser les sœurs Mirabal à devenir ses plus farouches opposantes. En effet, les années 50 voient apparaître des mouvements de contestation des régimes autoritaires en Amérique latine, comme en Colombie, au Venezuela et à Cuba. La République dominicaine n'y échappe pas, et en janvier 1959, les sœurs Mirabal et leurs maris organisèrent la création d'un mouvement contestataire qui prendra le nom de Mouvement du 14 juin. Au sein de ce groupe, les 3 sœurs prirent le nom de code des Mariposas, les papillons. Mais en janvier 1960, le mouvement du 14 juin fut dénoncé et plus d'une centaine de ses membres furent emprisonnés et torturés. Si les femmes furent libérées quelques semaines plus tard, les époux de Minerva et de Maria Teresa restèrent en prison. Le 25 novembre 1960, tandis que les 3 sœurs roulaient en direction de la prison pour rendre visite à leur mari, elles furent arrêtées par 4 hommes mandatés par Trujillo. Sorties de leur véhicule, elles furent massacrées à la machette, leur corps replacé dans la voiture qui fut jetée du haut d'un précipice qui bordait la route. Ce mode d'exécution qu'utilisait le régime pour se débarrasser des opposants était connu sous le nom d'accident de la route. En voulant les faire disparaître, Trujillo fit des Mariposas des martyrs, ce qui précipita sa chute l'année suivante. Le 17 novembre 1999, l'Assemblée générale a proclamé le 25 novembre, jour de leur assassinat, journée internationale pour l'élimination de la violence envers les femmes. Et en 2007, un billet de 200 pesos dominicains fut créé à leur effigie. Alors, un téléfilm relatant leur vie a déjà été réalisé et diffusé en 2001 avec Selma Hayek dans le rôle de Minerva, mais elle mérite tout de même qu'une œuvre cinématographique leur soit consacrée. Numéro 4. On va maintenant partir plus au sud pour nous intéresser à un autre collectif, les mères et les grands-mères de la Place de Mai, 2 associations créées en 1977 à Buenos Aires pendant la dictature militaire en Argentine. Les historiens estiment que 30 000 personnes disparurent pendant la guerre sale, des étudiants, des syndicalistes ou de simples idéalistes, enlevés car soupçonnés d'être des opposants politiques et assassinés, pour certains en étant jetés vivants depuis un avion au-dessus du Rio de la Plata. Les mères de la Place de Mai sont les mères de ces hommes et de ces femmes disparus, qui ont exigé de connaître le sort de leurs enfants. Depuis le 30 avril 1977, les mères se réunissent tous les jeudis après-midi pendant 1 heure sur la Place de Mai et défilent un foulard blanc sur la tête, ce qui est devenu leur symbole. Grâce à leurs efforts, 11 000 disparus ont déjà été identifiés. Les grands-mères de la Place de Mai forment une organisation parallèle pour retrouver les enfants volés ou disparus, dont beaucoup de femmes enceintes qui ont accouché pendant leur emprisonnement avant leur exécution. Ces enfants volés ont pour un certain nombre d'entre eux été adoptés par des militaires, des policiers ou des proches du pouvoir, dans le but de les endoctriner pour effacer toute forme future d'opposition. Les abuelas, comme on les appelle, ont collaboré avec plusieurs institutions scientifiques pour permettre d'établir à 99,99% la preuve de la filiation d'un enfant, même en l'absence des 2 parents, grâce aux analyses de sang des grands-parents, des oncles, des frères et sœurs ainsi que des cousins. Ce taux de 99,99% est d'ailleurs appelé indice de abuelidad, taux de grand-maternité. Elles ont aussi milité pour la création de la Banque nationale des données génétiques en mai 1987, pour abriter les cartes génétiques de toutes les familles dont un enfant a disparu pendant la dictature, ce qui se chiffre aujourd'hui à 352 familles, soit près de 3000 personnes. Leurs efforts ont permis d'identifier 124 enfants kidnappés sur 500. Les mères et grand-mères de la Place de Mai furent elles-mêmes frappées par la répression pendant la dictature, avec la séquestration et le meurtre de Noémie Gianetti de Molfino en 1980 et l'assassinat de plusieurs fondatrices en décembre 1977 en compagnie de 2 religieuses françaises, Léonie Duquet et Alice Daumont.
le colonel Alfredo Hastiz fut jugé en 2009 pour ses derniers crimes, entre autres, et condamné le 26 octobre 2011 à la réclusion à perpétuité en compagnie de 11 autres inculpés. On est une bande, oui. Mais de pauvres connards. Les maires et grands-mères de la place de Mai furent respectivement récompensés du prix Sakharov par le Parlement européen en 1992 et le prix des droits de l'homme de l'ONU en 2003. En plus de se dresser contre un des régimes les plus violents de l'histoire de l'Amérique latine, leur combat, qui se poursuit encore aujourd'hui, a changé le système judiciaire argentin et a aidé la science de la génétique à faire des avancées extraordinaires. Des héroïnes qui méritent d'être célébrées sur les 5 continents. Numéro 5. On repasse par l'Hexagone pour parler d'une hyperactive, Marie Marvin. Cette femme est une polyvalente de l'extrême. En plus d'être une des premières femmes à passer le permis de conduire en 1999, elle a aussi passé 4 brevets de pilote entre 1909 et 1961. Elle pratique, en plus de ça, de nombreux sports dont la natation, l'alpinisme, l'aéronautique, l'équitation, la gymnastique, l'athlétisme, l'escrime, le tir, le tennis, le golf, le polo et le cyclisme. D'ailleurs, en 1908, elle se voit refuser de participer au Tour de France, mais fera quand même le parcours, juste en partant après les hommes à chaque étape. Surnommée Marie Casse-Cou, l'éternelle curieuse ou la femme la plus extraordinaire du siècle, elle a aussi été considérée en son temps comme la femme la plus décorée au monde, avec 34 décorations, dont la Légion d'honneur et la Croix de guerre avec palme. C'est d'ailleurs la partie de sa vie qui concerne cette récompense qui est la plus romanesque et donc la plus cinématographique. En 1910, Marie Marvin passe son brevet de pilote le 8 novembre 1910 et en profite pour inventer l'aviation sanitaire, avec un système d'avion-ambulance pour un transport plus rapide des blessés. Ses talents de pilote, mais aussi d'alpiniste, s'avèrent le plus utiles pendant la Première Guerre mondiale, où après avoir été découverte dans les tranchées où elle s'était déguisée en homme pour participer au combat, elle est autorisée à participer à l'évacuation et à la prise en charge des blessés en milieu montagnard. Elle reçoit la Croix de guerre en 1915, après avoir été la première à bombarder une cible militaire en territoire occupé, plus précisément une caserne allemande à Metz, faisant d'elle la première femme au monde engagée dans l'aviation militaire et à effectuer des missions de combat aérien. Pendant l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale, elle poursuit ses activités d'infirmière de l'air et de correspondante de guerre. Si vous avez dans votre entourage une petite fille à qui on a dit qu'elle ne pouvait pas faire quelque chose justement parce que c'est une fille, parlez-lui de Marie Marvin et apprenez-lui par cœur sa devise « Je décide de faire mieux, encore et toujours ». Numéro 6. J'avais d'abord choisi de parler de Nzinga Mbandi, reine guerrière des royaumes du Ndongo et du Matamba, située dans l'actuel Angola, mais un film angolais lui a déjà été consacré en 2013, donc j'ai dû l'écarter de la liste. D'ailleurs, cette femme est une pure badass et je vous encourage vraiment à vous renseigner sur elle. La femme dont nous allons donc parler à présent s'appelle Lima Roberta Gbowie. Elle est née en 1972 au Libéria, un pays en proie à des tensions communautaires nourries par de fortes inégalités sociales entre les Libérians d'ascendance américaine et les natifs, mais aussi entre la tribu des Crânes, qui obtiennent les meilleurs emplois, et les autres tribus. En 1989, Lima a 17 ans quand la guerre civile éclate. Elle et sa famille sont obligées de se réfugier au Ghana, dans un des camps de réfugiés où elle rencontre son futur mari. Ce dernier ne tarde pas à la battre, même après la naissance de leurs 3 enfants. Heureusement, elle finit par le quitter après avoir suivi un stage proposé par l'UNICEF pour devenir assistante sociale. Pendant des années, elle va sur le terrain où elle gère, ironie du sort, les cas de femmes victimes de violences conjugales. Elle est aussi assignée à la réinsertion d'ex-enfants soldats et au soutien de femmes réfugiées, dont beaucoup ont été violées et mutilées. Son constat est sans appel. Les femmes sont les premières victimes de la guerre civile, mais personne ne les écoute, ni ne les implique. Cela va changer en 1999, quand le West Africa Network for Peacebuilding cherche un moyen de faire participer les femmes aux questions politiques, et invite Lima à une conférence au Ghana. Conférence à laquelle elle va rencontrer Thelma Okiyor, avec qui elle va fonder le Women in Peacebuilding Network, afin de mettre le sort des femmes au cœur des négociations de paix au Libéria. Lima va réussir l'exploit de réunir les chrétiennes et les musulmanes qui entament une grève du sexe général pour pousser les hommes à arrêter la guerre. Cela marche au-delà de toute espérance, puisqu'en juin 2003, les dirigeants, menés par Charles Taylor, président depuis 1997, qui avait provoqué la guerre civile de 1989, se décident enfin à se réunir pour entamer les pourparlers. Plusieurs milliers de femmes vêtues de blanc, venues des 4 coins du pays, encerclent le palais et empêchent les hommes de sortir avant qu'ils ne parviennent à un accord. Quand ils tentent quand même de sortir, Lima menace de retirer tous ses vêtements devant leurs yeux, ce qui est une offense terrible dans beaucoup de pays d'Afrique. Ça, c'est pour tous ceux qui critiquent les fémènes parce qu'elles manifestent seins nus, la nudité peut aussi être une arme politique. La guerre au Libéria s'achève officiellement le 18 août 2003, et 2 ans plus tard, des élections sont organisées. Lima se bat pour convaincre les femmes, et surtout les pauvres et les illettrés, de voter. Elle participe ainsi à la victoire de Ellen Johnson Sirleaf, première femme élue présidente en Afrique. Cette dernière demande l'extradition de Charles Taylor, qui était réfugié au Nigeria,
ce dernier sera condamné pour crime contre l'humanité. Pour son courage, sa lutte acharnée pour la défense des droits des femmes et sa participation à la fin de la guerre au Libéria, Lima Bowie reçoit le prix Nobel de la paix en 2011. Quand on voit l'émergence de biopics célébrant les actions de personnes africaines-américaines et la célébration de la culture africaine dans Black Panther, récompensé par 3 Oscars lors de la cérémonie en février, un film sur une figure politique africaine serait plus que bienvenu. Numéro 7. En parlant de ces biopics, les figures de l'ombre permis au public de connaître les mathématiciennes Katherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson, qui participèrent à la préparation de la mission Apollo 11 en 1967. Eh bien, nous restons dans le domaine de la conquête spatiale avec Valentina Tereshkova, qui fut tout simplement, si je puis dire, la première femme cosmonaute et la première femme à effectuer un vol dans l'espace. Ouvrière du textile depuis ses 18 ans, elle fut choisie parmi plus de 400 candidates. Elle dut subir le même entraînement que ses homologues masculins, comptant des vols en apesanteur, des tests d'isolement, des tests en centrifugeuse, 120 sauts en parachute et un entraînement de pilote sur des avions de combat. Et pourtant, elle n'était pas considérée égale aux hommes cosmonautes, les dirigeants communistes considérant les vols de femmes comme un simple outil de propagande. C'est d'ailleurs Nikita Khrouchtchev qui fit la sélection finale et choisit Valentina. Valentina effectua son unique vol en solitaire du 16 au 19 juin 1963 en 70 heures et 41 minutes, au cours desquelles elle réalisa 48 orbites autour de la Terre. Après ce seul vol, elle devint médecin, ingénieur et major général de l'armée de l'air, avant de devenir députée du Parti communiste de l'Union soviétique en 1971. Elle survécut même à une tentative d'assassinat le 22 janvier 1969. Tentative qui était en fait dirigée contre Léonid Brejnev pendant un cortège se dirigeant vers le Kremlin. Mais le meurtrier se trompa de voiture et tira sur celle où se trouvaient 4 cosmonautes, dont Valentina. Si son parcours est exceptionnel, c'est parce qu'elle est à ce jour la seule femme au monde à avoir voyagé seule dans l'espace, et la plus jeune femme à avoir réalisé un voyage spatial, à 26 ans. Mais surtout, elle a été une pionnière pour la présence des femmes dans un domaine autrefois entièrement réservé aux hommes. Et quand on voit comment certains ont encore du mal à accepter que l'on célèbre des figures féminines, je vous laisse imaginer ce que cette femme a dû affronter en termes de mépris et de sexisme. Et c'est pour ça que pour moi, son histoire mérite d'être racontée. Numéro 8. Noor Inaya Khan est une des grandes héroïnes méconnues de la Seconde Guerre mondiale. Née au Kremlin de Moscou, d'un père mystique soufi indien et d'une américaine, elle est par son ascendance paternelle une princesse musulmane soufie. Sa famille quitte la Russie en 1916, avant la révolution bolchevique, et part s'installer à Londres avant d'arriver à Paris en 1921. En 1939, la guerre éclate et Noor décide d'abandonner son poste à Radio France pour devenir infirmière. Le 14 juin 1940, les Allemands entrent dans Paris et la famille de Noor part pour Londres. Là-bas, elle s'engage dans la Women's Auxiliary Air Force sous le nom de Nora Baker. Après plusieurs missions en tant qu'officier et opératrice radio, un besoin urgent d'aide à Paris en mai 1943 pousse ses supérieurs à l'envoyer sur le terrain. Bien qu'elle soit désormais sous-lieutenant, elle ne reçoit pas d'uniforme, ce qui signifie qu'en cas de capture, elle ne sera pas protégée par les conventions de Genève. Elle arrive le 17 juin en France, où sa mission est d'être opératrice radio pour un réseau clandestin appelé Phono, ce qui fait d'elle la première femme envoyée par le gouvernement britannique comme opératrice radio en France occupée. Les arrestations des opérateurs radio se multiplient et elle devient vite un des seuls opérateurs radio de la résistance encore actifs dans la région parisienne. Colin Gubbins, le chef du SOE, service qu'il a envoyé en France, dira de Noor « Son poste est actuellement le plus important et le plus dangereux de France. On tentera de la rappeler en Angleterre, mais elle refusera, préférant attendre qu'on lui trouve un remplaçant. » Malheureusement, elle est trahie par une de ses camarades après 3 mois et demi sur le sol français. Elle est arrêtée à son domicile le 13 octobre. Les Allemands utiliseront ses travaux perquisitionnés pour piéger de nombreux agents du SOE. Elle tentera 2 fois de s'évader avant d'être transférée en Allemagne le 27 novembre, où elle reçoit le traitement nuit et brouillard. Enfermée dans une cellule qui l'isole complètement des bruits extérieurs, ses pieds et ses mains sont attachés et constamment reliés par une chaîne. Le 12 septembre 1944, Noor et 3 autres femmes du réseau SOE sont transférées à Dachau. Le lendemain, un officier SS les conduit jusqu'à un mur derrière le four crématoire. Elles sont dénudées et battues. L'officier s'acharne sur Noor avec une violence qui glace les témoins de la scène jusqu'à la réduire à une masse informe de chair ensanglantée. Elle ne crie pas et ne dit rien. Avant qu'il ne l'achève d'une balle dans la nuque, elle prononce un seul mot. Liberté. Le 27 mars 1944, son nom avait été proposé pour l'ordre de l'Empire britannique. Les 4 résistantes furent brûlées, pour certaines encore vivantes, dans le four crématoire de Dachau. Leur meurtrier fut jugé pour d'autres crimes et exécuté en mai 1946. Numéro 9. Et on termine cette liste avec une véritable star, que nous partageons avec nos voisins américains, mais qui nous a choisi pour pays d'adoption. Josephine Baker. Souvent considérée comme la première célébrité noire,
Arrivée en France le 25 septembre 1925, elle est surtout connue pour avoir été la vedette de la Revue Nègre, spectacle présenté au Théâtre des Champs-Élysées. Elle devient rapidement l'égérie des cubistes, on lui ouvre les portes du cinéma où Jean Gabin lui sert de partenaire. Mais en 1964 commence le déclin de sa carrière. Harcelée par le fisc, elle perd sa propriété de Dordogne. Soutenue par Brigitte Bardot et son amie Grace de Monaco, elle remonte sur scène en 1968 et poursuivra les concerts jusqu'à sa mort, à 68 ans, le 12 avril 1975. Mais ce qui est assez rarement évoqué quand on parle de la grande Joséphine Baker, c'est que c'était une militante infatigable et une héroïne de guerre. Considérant la France comme son pays d'adoption, où elle ne subit pas la ségrégation raciale comme aux États-Unis et où elle peut vivre sa bisexualité plus librement, elle obtient la nationalité française en 1937. 2 ans plus tard, la guerre entre la France et le Troisième Reich menace d'éclater. Joséphine va directement sur le front pour se produire en concert devant les troupes et encourager les soldats. Mais l'armistice du 22 juin 1940 est signé. Peu importe, elle s'engage le 24 novembre dans les services secrets de la France libre et sera même engagée dans les forces féminines de l'armée de l'air 4 ans plus tard. Pendant l'occupation, elle utilise son statut de star de la chanson pour dissimuler des messages dans ses partitions et recueillir le plus d'informations possible sur les hauts dignitaires allemands qu'elle rencontre. Installée au Maroc depuis 1941, elle voyage de l'Égypte au Moyen-Orient pour effectuer plusieurs missions importantes. À la Libération, elle continue ses activités à la Croix-Rouge et accompagne l'avancée des troupes. Elle recevra plusieurs récompenses pour ses actes de courage. La médaille de la Résistance française, la Légion d'honneur et la Croix de guerre. Entre 1947 et 1951, elle retourne aux États-Unis où elle subit à nouveau la ségrégation. Révoltée par le meurtre sanglant du jeune Emmett Till en 1955, elle nourrit l'indignation croissante en Europe et en 1963, elle retourne aux États-Unis pour soutenir le mouvement des droits civiques de Martin Luther King. Elle participe ainsi à la marche sur Washington, au cours de laquelle elle prononce un discours. Au-delà d'être une icône, entre guillemets, exotique, il serait bon de rappeler que Joséphine Baker est aussi une femme portée par les idées du XXe siècle et qui a contribué au changement de la société. Bien évidemment, il y avait des centaines d'autres femmes qui méritaient d'être aussi sur cette liste. Ce que je vous propose donc, c'est de mettre en commentaire une figure historique féminine dont je n'aurais pas parlé et que vous admirez, et aussi de consulter les sources sur lesquelles je me suis basée pour écrire cette vidéo et qui seront mentionnées dans la description. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode, je vous dis à très bientôt et vive le 7e art. Salutations!